Ok, donc maintenant on va voir des commandes de base pour Linux. Donc je vous ai fait un tuto unique sur LS tout simplement parce que le manuel de LS est assez gros, il y a beaucoup d'options. Donc bien que ce soit une commande courante de base, il me semblait évident de faire quelque chose d'à part pour LS. Maintenant je vais vous faire ce tuto sur toutes les petites commandes de base. Alors c'est pas exhaustif, mais je vais essayer de regrouper dedans tout ce qui est des commandes où il n'y a pas énormément d'options. Donc je vais ouvrir deux terminals, un pour le tutoriel, enfin les deux pour le tutoriel, mais un pour afficher les pages de manuel et l'autre pour vous montrer des exemples. Donc celui de droite, ça sera pour les pages de manuel. Donc on va commencer par tout ce qui est du déplacement dans les fichiers. Donc on avait vu ls pour pouvoir afficher les contenus, et maintenant pour le déplacement il y a cd, donc man cd. Donc la commande est très simple, on fait cd. Si je le fais tout seul, il va directement dans le... Alors si je me déplace, il reva dans le répertoire utilisateur, cd sans rien, d'accord. Donc en l'occurrence l'utilisateur ici qui est connecté, c'est Jérôme à l'appareil Apricity J. Apricity J, c'est le nom de la machine, le localhost, ok. Donc j'ai changé un petit peu le thème de ZSH, et j'ai mis Bira pour ceux que ça intéresse comme thème, voilà, parce qu'on voit le nom d'utilisateur. Donc il me semblait que pour un tuto c'est un petit peu mieux. Voilà, donc si je fais cd par exemple, et puis là je connais pas le contenu, donc je vais faire la touche de complétion tabulation. Et sur bash il vous faudra le faire deux fois pour afficher les possibilités. Sur ZSH tout de suite il va vous afficher des possibilités. Sur une seule touche, une seule fois où vous avez cliqué sur tab, vous avez les possibilités qui s'affichent. Donc moi je veux aller dans test ls par exemple, cd test ls, ok. Si je fais cd tout court, hop, je reviens, vous avez vu le caractère tilde en bleu, voilà, c'est le caractère tilde, comme je l'ai dit, c'est le répertoire de l'utilisateur Jérôme, d'accord. Donc avec la commande clear, je nettoie alors quand je dis que je nettoie en fait la console, vous avez vu qu'en fait ce qu'il fait, c'est que vous pouvez revenir en arrière, vous avez vu, il laisse des espaces pour offrir un screener de la console affiché propre, voilà. Il n'enlève pas les commandes précédentes. Si je vais en termes de déplacement et donc de complétion, si je touche sur j'appuie sur les flèches du clavier haut et bas, donc je me balade dans l'historique des commandes que j'ai faites dernièrement, ok. Et dans le bas je reviens, etc. Okay. Les touches sur les côtés, droite gauche, ça ne sert à rien, d'accord. La touche tabulation, c'est une touche tabulation en temps normal, mais si je mets une commande, ça devient une touche de complétion, ok. Voilà, si je fais man avec, et puis je cherche une option, je me demande est-ce que vous voulez voir toutes les possibilités. Alors je mets non, ok, ls, voilà. Donc si je mets oui, il me montre toutes les options possibles de ls, vous voyez, c'est la complétion avec ZSH et la tabulation. Avec bash, vous n'avez pas la complétion sur les options. ZSH vous permet d'avoir la complétion sur les options, vous voyez, voilà. Ça je trouve que c'est vraiment pratique aussi. Donc, CD et l'endroit où vous voulez aller. Donc ça peut être un endroit absolu. Donc quand vous avez vous commencez le début et puis vous tapez sur tab après, ça l'auto-complète. Ça complète directement le nom s'il n'y a pas d'autres alternatives. S'il y a plusieurs alternatives, ça vous montrera toutes les possibilités. D'accord. Par exemple rep. Donc rep il me le complète, puisque RE il n'y a que rep. Mais il y a plusieurs rep, rep 1, rep 2, rep 4. Alors lequel? Le rep 1. Ok. Là j'ai plus de possibilités, vous voyez, il me fait un petit son. Et il n'y a plus rien d'autre derrière. Ok. Donc je me déplace là-dedans. Et donc il me montre bien dans ZSH, là, grâce à mon thème, je vois là où je me situe en haut. Vous voyez, en bleu. Okay.
je reviens à mon positionnement. Je peux refaire la commande d'avant et je peux lui dire va un par an en arrière, c'est-à-dire dans test ls en fait. Ça c'est un positionnement relatif, ça s'appelle, c'est-à-dire que je vais me servir des entrées avec les points. Vous voyez le petit point ici et les deux points. Je me sers de ça, c'est une référence à un déplacement relatif pour aller un cran en arrière, d'accord. Et si je fais cd point, ben en fait je reste sur place, puisque point c'est sur place. Donc c'est des aides de déplacement relatif dans les fichiers, c'est des index de déplacement, on appelle ça, ok. Donc voilà pour la commande cd. cd, il faut savoir aussi qu'une alternative de cd, anciennement c'était chdir. D'accord. Donc chdir tout court, hop, je me retrouve comme cd tout court dans le répertoire homme utilisateur. Ça fonctionne. Alors vous allez lire quand vous allez lire la page de manuel, il vous explique que ça fonctionne si l'environnement la variable d'environnement homme est définie. D'accord. Donc ça, les environnements de variables, ça va être le sujet d'un tutoriel à part entière, parce que c'est très important et il faut bien maîtriser ça pour pouvoir un minimum administrer son système Linux. Donc il y a les commandes, l'utilisation des commandes, et il y a on va dire la culture de la distribution, de savoir comment est construite la distribution, où se trouve quel fichier de configuration pour faire quoi avec, etc. etc. Ça c'est déjà plus un autre enseignement technique qui est plus une culture générale. Là les commandes, ça vous servira dans tous les environnements Linux. Et probablement Unix aussi, et probablement aussi sur Macintosh, puisque c'est un environnement Unix, d'accord. Donc les commandes, c'est les commandes, l'environnement, c'est l'environnement, c'est deux choses différentes. Donc là on est sur les commandes de base, les premières commandes de base. Donc chdir, cd, c'est pareil. Il y a une page de manuel pour chdir, ok. Donc vous pouvez aller la parcourir, ok. Maintenant, on va passer à la commande. Alors, on a fait les commandes de déplacement. On va faire les commandes de création et de suppression. D'accord. Donc, je vais commencer par les commandes de création et de suppression de répertoire. Donc, elles sont au nombre de 2. Ok, donc là, pour mkdir, je vous ai fait un petit graphique pour l'utilisation des modes. Donc, mkdir, c'est l'abréviation de l'anglais Make Directory, qui traduit en français veut dire fabriquer un répertoire. Ok, ou Make Directories, fabriquer des répertoires. D'accord. Donc c'est une commande très simple, il n'y a pas beaucoup d'options. Comme vous voyez dans la page de manuel ici, la première option c'est M ou mode. Donc mkdir, alors déjà je vais afficher le contenu, voilà, de mon répertoire. Maintenant je vais créer un répertoire. Alors rep3 c'est un fichier, mais je peux pas créer un répertoire du même nom puisque tout est fichier sous Linux. Donc je peux pas faire un répertoire et un fichier qui aurait le même nom puisque ce sont en réalité deux fichiers. Donc je vais faire un répertoire que je vais créer, que je vais appeler rep5, et je vais lui donner un mode. Alors le mode, vous avez parlé la dernière fois de la possibilité pour l'utilisateur de lire ou d'écrire ou d'exécuter un fichier. La même chose pour le groupe et la même chose pour tous les autres. Quand on faisait ls, vous voyez, je vais vous remontrer ls-l, liste longue. Vous voyez la première colonne, il y a un premier caractère qui signifie le type de fichier, c'est un répertoire, D c'est un directory, donc un répertoire, si c'est un fichier normal, donc le tiret normal, si c'est un lien symbolique ou un binaire avec un B, etc. Et après, il y a dans cette colonne 3 x 3 caractères, 9 caractères. Les 3 premiers, les 3 seconds et les 3 derniers. Donc cette série de caractères caractérise pour chacun des groupes, premier, second et troisième, les droits pour l'utilisateur, le groupe, et pour tous les autres. Donc en l'occurrence, par exemple sur le fichier file 1, vous avez comme droit pour l'utilisateur
RW et c'est tout. Donc read and write, lire et écrire. Pour le groupe seulement lire, et pour tous les autres ils peuvent seulement lire aussi. Par exemple pour rep 1 vous avez le droit pour tous les autres aussi d'exécuter ce qui aurait dedans éventuellement. S'il y a un fichier exécuté, ils auraient le droit de l'exécuter de l'extérieur. D'accord? Voilà, alors. Maintenant, ah oui, mkdir mode. Alors, mkdir rep 5, ok, un mode. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous rentrez un mode directement en rentrant R, ou RW, ou RWX, ou W, ou WX, d'accord, ou RX, d'accord, c'est-à-dire read write execution. Et donc là, ça sera uniquement pour l'utilisateur. Maintenant, un moyen plus simple pour remplir les trois colonnes, c'est de rentrer un nombre en mode octal. Donc, qu'est-ce que c'est que le mode octal? Comme son nom l'indique, le mode octal, contrairement au mode décimal, a 8 signes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais on aurait pu prendre A, B, C, D, E, F, G, H. D'accord? Pareil, il y a 8 signes différents pour chaque unité. D'accord? Donc, dans un nombre décimal, vous avez 10 sigles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 sigles différents. Quand vous arrivez au 9, si vous rajoutez 1, vous avez fini vos unités, il faut rajouter une puissance de ce mode, une puissance de 10, donc une décimale. Donc 10, 1, 0. Ok? Et c'est pareil pour le binaire, il n'y a que deux sigles, 0 ou 1, 0 et 1, donc, ou alors un tiret et R, ou alors un tiret W, ou alors un tiret et X. D'accord? Donc on voit bien que ici, on pourrait convertir de l'octal en binaire, puisque chaque colonne pour l'utilisateur, le groupe et les autres, finalement c'est un code binaire, puisqu'il n'y a que deux sigles à chaque fois. Un tiret ou un sigle, un tiret ou un autre sigle. Vous pourriez remplacer le tiret par 0 et le 1, soit par R, soit par W, soit par X. Puisqu'il n'y a que deux choix possibles, c'est donc un mode binaire. Donc on peut très bien écrire un nombre octal qui représentera la valeur binaire du mode. Donc je vous ai fait un petit tableau de conversion pour vous faire comprendre mieux. 0 en octal sera donc 0 en binaire, et dans le mode ça sera donc rien du tout, donc 3 tirets. 1 en octal ça sera donc 1 en binaire, puisqu'il y a toujours deux sigles, donc c'est toujours bon, toujours valable. Mais pour le mode ça sera donc le premier caractère à droite, donc X, et les autres ce sera des tirets. 2, ça désigne en binaire, il n'y a que deux sigles, donc 0, 1, et puis 2 on ne connaît pas, donc c'est une unité, une puissance du mode, plus 0, donc c'est 1, 0. Ok? Et donc en mode, ça sera un tiret, W et un tiret. D'accord? Là je vais mal représenter, il y a deux tirets, un W et un tiret, mais c'est un tiret, un W et un tiret. D'accord? Donc autant pour moi, ici il y a eu une erreur. Autant je pense que vous comprenez le principe. 7, donc le mode octal, 7, et ça représentera donc 1, 1, 1 en binaire, puisque c'est 1 puissance 2, plus 1 puissance 1, plus 1 puissance 0, c'est donc 4 plus 2 plus 1, c'est donc bien 7. Et pour donc la transcription en mode, c'est tout à 1, tous les drapeaux, tous les flags à 1 si vous voulez. Donc le flag R, le flag W, le flag X. Voilà, c'est full option. Read, write, execution. Ok? Donc c'est simple. Et ça, si vous voulez, il y aura un chiffre octal pour chaque mode. Owner, groupe, other. Owner, donc c'est l'utilisateur courant, le groupe et les autres. Donc, par exemple, si je fais le mode 6, 6, 0 pour le répertoire 5, je devrais m'attendre à avoir quoi? RW pour l'honneur, RW 4 et 2, 4 et 2, RW, 1 puissance 2 et 1 puissance 1, 4 et 2, 6, RW et 0, rien du tout, 3 tirets. Donc RW, RW, et 3 tirets, vous comprenez bien, dans le répertoire 5. Donc on va vérifier.
Donc en phase de rep 5, j'ai bien, c'est un répertoire D, RW-, RW- et 3 tirés. Impeccable. Voilà, donc c'est la... Après vous allez voir, peut-être que le fait de l'expliquer pour la première fois, ça semble un peu compliqué. En réalité, c'est très simple. Parce que quand vous avez l'habitude de jongler avec les petits chiffres, ces petits chiffres, vous allez voir que c'est très pratique. Il faut que vous fassiez une représentation visuelle. Je vous ai parlé de flag. Donc les 3 tirés, c'est comme s'il y avait un drapeau baissé ou un drapeau levé. Quand vous levez le drapeau de gauche, c'est R. Quand vous levez le drapeau du milieu, dessus, il y a marqué W. Et quand vous levez le drapeau de droite, dessus, c'est comme si sur le c'est le drapeau de X. Il y a marqué X. Donc 3 drapeaux blancs avec un marqué R, un marqué W, un marqué X. Et donc vous jonglez en octal. Donc en octal, 0, 1, vous savez que c'est le premier drapeau à droite. 2, ça concerne le drapeau du milieu. 3, c'est le drapeau du milieu plus 1. Donc c'est le drapeau du milieu et le drapeau de droite. 4, tout de suite, on est sur le drapeau de gauche, puisque on ne peut pas avoir plus de 1 drapeau levé. D'accord? Et ainsi de suite. Donc c'est relativement simple, comme moyen mnémotechnique, et ça permet de facilement remplir le paramètre de mode. Si vous avez besoin de remplir un paramètre de mode. D'accord? Donc pour mkdir, la suite, donc ça c'est vu, ça c'est fait, ok? Pour mkdir, la suite, eh ben, c'est de pouvoir créer plusieurs répertoires avec leurs parents. Alors par exemple, je pourrais créer, là j'ai créé le répertoire 5. Alors dans le répertoire 5, je pourrais créer par exemple rep 5, dans le répertoire 5, je pourrais créer un répertoire 1 dans le répertoire 5. Permission non accordée. Alors, tout simplement parce que je peux pas, j'ai créé le répertoire 5. Alors attends. J'ai pas le droit. Attends, je suis bien Jérôme. Voilà, dans le répertoire 4, je peux. Ok. Ah, parce que je peux pas exécuter une commande dans le répertoire 5. Personne n'a le droit d'exécuter une commande dans le répertoire 5. Donc c'est pour ça que j'ai été interdit. Voilà. Donc par contre, je peux exécuter une commande dans le répertoire 4. Jérôme, moi, l'utilisateur, le premier utilisateur, peut exécuter une commande dans le répertoire 4. En l'occurrence, il va se déplacer dans le répertoire 4 pour créer le répertoire 1. D'accord? Voilà. Et maintenant, admettons que je veux créer un répertoire 6 avec dedans un répertoire 1, avec dedans un autre répertoire 1. Donc en fait, je veux créer 3 répertoires qui sont tous imbriqués. Rep 1 imbriqué dans Rep 1 qui est imbriqué dans Rep 6. Suivez? Donc ce que je peux faire, grâce aux options, c'est mkdir Rep 6, Rep 1, Rep 1. Si je fais ça comme ça va pas marcher. Impossible, hein, aucun fichier de ce type. Si je veux créer tous les parents en même temps, parce que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans Rep 6, qui va rentrer dans Rep 1 pour créer Rep 1. Mais Rep 6 n'existe pas. Donc il faut que je crée tous les parents du dernier répertoire. D'où l'option P, comme vous voyez, l'option des parents. Il crée les parents s'ils n'existent pas. Et là, ça passe. Donc maintenant, si je fais une commande LSL avec récursivité pour lire à l'intérieur des répertoires, je vois bien qu'il existe un répertoire 6 maintenant, Rep 6 ici, qui contient un répertoire 1, Rep 1, qui contient lui-même un autre répertoire Rep 1. Ok? Voilà, vous voyez, Rep 1 contient un autre répertoire Rep 1. Et le répertoire Rep 1 est vide. Le Rep 1 qui est dans Rep 1, il est vide. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour la commande P. Créer les parents au fur et à mesure. La commande de verbose va vous donner un message de chaque chose qu'il a créé. Donc là par exemple, si je fais la même chose, la même commande qu'avant, mais avec Rep 7, et que je rajoute le verbose, et bien il me dit, j'ai créé un répertoire Rep 7, après j'ai créé un répertoire Rep 1 dans Rep 7, après j'ai créé un répertoire Rep 1 dans Rep 1 Rep 7. Il vous dit exactement ce qu'il fait à chaque étape. Voilà, d'où le mode verbose. Il affiche un message pour chaque création de répertoire. Ok.
Le mode Z, pour le moment vous n'allez pas vous en occuper. SEL Linux, c'est Security Enhanced for Linux. C'est un truc qui a été mis en place à une époque où la NASA avait demandé un cahier des charges pour pouvoir créer des priorités d'accès par couche, c'est-à-dire par couche d'utilisation, de définition d'utilisation. Il n'est pas forcément installé dans tous les systèmes. Là ici c'est Linux n'est pas installé. On utilise un système qui est simple sur des droits d'accès d'auteur. On peut installer ces Linux sur n'importe quelle distribution aussi et s'en servir. Ça devient délicat. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Ça peut devenir une écharpe dans le pied si vous n'en avez pas réellement besoin. Donc pour le moment c'est compliqué les choses pour rien de vous en parler plus que ça. Donc pour le moment tenez-en vous à votre niveau et apprenez d'autres choses avant d'arriver à cette option de configuration au niveau administration avec ces Linux. Voilà. Bon, help c'est pour afficher l'aide, mais avec ZSH vous avez déjà l'aide du contenu. Si je fais comme ça, je me rappelle plus des options. Bah, avec ZSH je fais tabulation, j'appuie sur la touche tab à gauche de mon clavier là, et donc j'ai les options possibles avec l'explication, bon en anglais bien sûr, mais je veux dire je pense qu'aujourd'hui tout le monde comprend un minimum l'anglais, enfin, j'espère, et puis voilà quoi. Voilà pour l'option mkdir, d'accord. Donc vous avez vu, c'est assez simple, donc c'est assez simple, en même temps c'est assez rapide. Donc maintenant on va voir l'option rmdir. Ok, et bien rmdir c'est comme mkdir, sauf que c'est pour effacer. Alors rm, c'est la diminutif de remove en anglais, qui veut dire enlever. Donc enlève les répertoires vides. Alors empty, vide. S'il n'est pas vide, il va pas l'enlever. C'est ça que ça veut, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le mot vide ici, il sert pas à rien. Donc il va effacer les répertoires vides. Ok. Donc par exemple, je peux lui dire ici où je me trouve d'effacer O plus machin. Voilà, j'avais fait une tentative foireuse de mode avec owner, read write group, etc. C'était complètement bidon. Je me suis trompé. Je vais effacer ça. Vous voyez, il n'existe plus, je l'ai bien effacé. D'accord? Maintenant, si un répertoire contient des choses, par exemple, on a créé rep 5 et rep 7 qui contiennent d'autres répertoires. Rep 6, rep 7. Impossible de supprimer rep 6, le dossier n'est pas vide. Ah. Donc vous voyez bien que comme ça à brut pour point, il ne supprimera que ce qui est vide. Donc il faudra au préalable vider à l'intérieur. Je vais vous montrer après, ça sera c'est la suite du tuto. Ok. Il y a un autre moyen que juste cette option qui existe. Alors il y a l'option ignore fail on non-empty. Alors on va prendre ça et on va mettre cette option ignore. Alors on va voir s'il nous fait la complétion comme ça. Alors pour la complétion avec ZSH, là il me prend pas. Il va me dire. Ah, je sais pas pourquoi ZSH me fait pas la complétion, mais bon, c'est pas grave. Ignore fail on non empty. Ok, rep 6. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit rien du tout. Et on remarque que rep 6 par contre, il est toujours là. Donc on n'a pas effacé rep 6. Mais il nous a pas renvoyé un message d'erreur. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il va effacer le répertoire s'il n'est pas vide. Ça ne va pas le forcer à effacer. Il faudra faire autre chose pour ça. C'est-à-dire qu'il faudra effacer tout le contenu d'abord et après l'effacer. C'est très simple en fait. Mais je vous montrerai juste après, c'est une autre commande comment faire. Ok. Donc il y a l'option parent maintenant. Donc l'option parent, c'est par exemple, on va refaire un ls avec récursivité. Voilà, dans le répertoire 6 et le répertoire 7, il y a plusieurs répertoires. Ok, donc si par exemple je vais me mettre dans le répertoire 6, puis dans le répertoire 1 et dans le dernier répertoire imbriqué, si je fais rmdir
Donc j'ai même pas besoin de me mettre dans le répertoire, je vais revenir en arrière. Donc je vais faire un déplacement relatif, je vais revenir en arrière. Voilà, je me remets dans test ls, ok. Si je fais rm dir rep 6 rep 1 rep 1, si je mets l'option, si je fais juste comme ça, ok, il m'efface en fait que, je vous remets la liste, il va m'effacer que rep 1 qui était imbriqué dans rep 1 qui était imbriqué dans rep 6. Vous me suivez? Voilà. Si maintenant, vous voyez, dans rep 6, il n'y a plus que un rep 1, il n'y a plus que 2 rep 1 comme avant. Ok. Si maintenant je veux supprimer les deux en même temps, ou les trois comme ils y étaient tout à l'heure, je mets l'option P et il va supprimer non seulement rep 1 qui est imbriqué dans rep 6, mais aussi son parent, donc rep 6. Et là du coup, j'ai plus de rep 6 du tout, puisqu'il m'a supprimé le parent. Pas mal. Il ne le fera pas si dans le répertoire il y a des fichiers, évidemment. Puisqu'il vous l'a dit, il efface que les répertoires vides. D'accord? Donc voilà pour rmdir, ça va très vite. C'est encore plus simple que mkdir, puisque comme on n'a rien à créer, on n'a pas à définir non plus de notion d'accès d'utilisateur. Ça c'est pour rmdir. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut effacer un fichier. Puisqu'on a vu, on pourrait très bien créer, alors on va aller dans le répertoire. Alors je vais vous montrer d'abord comment créer un fichier. D'accord? Je vais vous montrer comment créer un fichier. Donc on va se déplacer dans le répertoire 7, puis dans ce répertoire 1, dans le dernier répertoire imbriqué de répertoire 7. Donc test ls, rep 7, rep 1, rep 1. Ok? On est à ce niveau-là. Ok? Donc là, je vais créer un fichier. Donc il y a plusieurs moyens de créer un fichier. Les plusieurs moyens, c'est de définir une date, un fichier qui n'existe pas. Donc il va créer un fichier, il va lui mettre la date actuelle avec la commande touch. Donc touch. Alors c'est pour changer la date en termes de temps du fichier défini. Ok, avec quelques options, notamment l'option C pour ne pas avoir à créer de fichiers. Ok, l'option D qui peut être passée pour donner une date à la place c'est-à-dire si vous voulez créer un nouveau fichier en lui donnant une date autre que la date actuelle, vous pourrez rentrer l'option D et puis la date que vous voulez. D'accord. Voilà. L'option M, bon on l'a vu, c'est pour changer uniquement, non on l'a pas vu, pardon, c'est pour changer uniquement pour modifier uniquement le timing, d'accord, uniquement pour le modifier, non pas pour le créer. Et l'option R, c'est pour mettre la même date qu'un autre fichier. Par exemple, vous créez un fichier copie d'un fichier qui existe déjà et vous voulez que ce soit exactement la même date, vous donnez les références du fichier. Donc ça peut être très pratique. Ok. Et l'option T avec un stamp, c'est pour à la place du temps actuel, de la date actuelle avec l'heure actuelle, pour donner un autre écart de temps. D'accord? Voilà. Donc touch en général, les gens s'en servent surtout pour créer un fichier. Il est surtout connu pour ça. Donc là par exemple, dans ce répertoire, j'ai rien, on est bien d'accord. La liste ls est vide. Donc je vais créer un fichier touch my new file, comme ça. Ok, donc là maintenant j'ai un nouveau fichier. Je vais en créer un autre que je vais appeler fichier 1.txt. Ok, voilà, j'en ai créé deux. Ok, avec la même heure, mais si on prend si on regarde le temps précisément, on verra que c'est pas exactement la même minute, la même seconde. Voilà. Là, après, pour créer un fichier, on peut tout simplement se servir du sigle d'ajout. Donc je vais faire quelque chose comme ça avec marqué fichier 2.txt par exemple. Fichier 2.txt n'existe pas. Quand je vais faire ça, hop, il me met la ligne puis il m'affiche rien. Mais en fait, il attend que je lui donne quelque chose. Il attend que je lui donne à manger. Donc vous allez voir, par exemple, je vais mettre
salut, puis je fais entrer, hop, il attend toujours que je lui donne à manger. Non, je lui donnais, tu attends quoi? Ok. Et il attend toujours quelque chose. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est, à un moment donné, c'est arrêter. Donc pour arrêter, il faut faire CTRL-C. Et là, effectivement, si on fait ls, il a bien créé un fichier 2.txt. On va voir, est-ce qu'il est vide ou pas, ce fichier 2.txt. Ce fichier 2.txt n'est pas vide. Il fait 24 octets. D'accord? Il y a 24 octets dans le fichier 2.txt. Alors, maintenant, il y a une autre commande. C'est celle-là. Donc, fichier 2.txt. J'ai fait la complétion automatique. Il attend toujours une entrée. Je veux dire, alors, tu attends encore. Tu attends encore. Mais quoi? Et là maintenant je vais faire CTRL-C de suite. Vous allez voir la différence aussi. En même temps je vais vous montrer deux trucs là. CTRL-C. Donc j'arrête. Ok. Donc là je refais LSL. Ah, le fichier est plus gros. Fichier 2.txt et maintenant il fait 45 octets. Donc il m'a rajouté quelque chose dedans. En fait, il a rajouté quelque chose à la fin. Donc c'est là qu'on va voir maintenant la commande cat. Man4. C'est maintenant qu'il faut mettre man4. Voilà. Et là, on voit bien que c'est pour concaténer des fichiers. D'accord? Mais on peut aussi lire ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Parce que si on concatène un fichier avec rien, en fait, puisqu'il le concatène des fichiers ensemble, et il affiche sur la sortie standard. La sortie standard, c'est ce qu'on voit là. Quand je fais LSL, total 4, c'est la sortie standard. Si je fais concatène un fichier unique avec rien, et que je l'affiche sur la fichier standard, c'est comme si je l'affichais dans la sortie standard tout simplement. Donc on va lire ce qu'il y a à l'intérieur de fichier 2.txt. Et voilà, salut, tu attends quoi? Tu attends encore, voilà. Donc par contre, il n'a pas mis mais quoi? Parce que j'ai mis CTRL-C juste après. J'ai pas fait entrer et CTRL-C, donc il m'a pas validé cette ligne. Ok, donc faites attention à ça. Quand vous avez terminé, faites un entrée et ensuite c'est parce que quand vous faites entrer, en fait, il rajoute une marque sur la ligne qui dit entrée. Quand vous faites CTRL-C, il s'arrête là et tout ce qui est avant sur la ligne, il le zappe quoi. Donc ça, il faut retenez bien ça. Ok, donc voilà une preuve que je peux fabriquer un fichier avec touche ou avec le caractère supérieur ou avec deux caractères supérieurs à la suite. Les deux caractères supérieurs à la suite, c'est pour rajouter à la fin du fichier. Si je fais ça maintenant, fichier 2.txt, et que je fais hop, entrée, CTRL-C, je redemande d'afficher, il n'y a plus que hop. Il m'a effacé tout le reste, il m'a mis que hop. Tout simplement parce que quand je fais ça, il me met quelque chose dans le fichier. D'accord? Il me met quelque chose dans le fichier, le nom de fichier que je lui donne ici. D'accord? Il me met quelque chose dedans. Et il m'efface tout le reste. Si je fais ça, il me rajoute quelque chose dedans. C'est différent. D'accord? Ok? Voilà. Si maintenant je veux pas qu'il rentre moi-même au clavier, là, je peux lui faire rentrer la sortie d'une commande. Par exemple, une autre commande, donc, echo, une autre commande, echo, voilà, display a line of text, echo, salut, là il m'affiche salut. Voilà, display a line of text, affiche une ligne de texte, ok. Mais maintenant, si je veux, au lieu de l'envoyer sur la sortie principale, je vais l'envoyer dans fichier 2.txt. Ben, voilà, il l'a mis dans fichier 2.txt. Mais si je veux rajouter et non pas mettre salut dans fichier 2.txt, je mets donc rajouter. D'accord? Et là, il l'a rajouté. En plus, d'accord, à chaque fois que le rajoute, il rajoute une ligne supplémentaire. Il a rajouté avec une ligne supplémentaire. D'accord? Très bien. Donc, echo, salut. On va le rajouter dans fichier 2 txt. Voilà, et vous voyez que le ALTGRN, il l'affiche pas. Par contre, faites bien attention.
Vous voyez ici, il y avait marqué salut, salut, et c'est tout. Là, il y a salut, 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 et il y a une ligne vide. Ok? Parce que j'ai rajouté un entrée. AltGrN, ça correspond à une entrée. AltGrT, AltGr, pourquoi je dis AltGr? Anti/N, c'est un caractère spécial, c'est entrée. Anti/T, c'est une tabulation, etc. Des caractères spéciaux, d'accord? Voilà. Donc là, vous avez vu echo, vous avez vu. Alors 4, vous l'avez pas bien vu, 4. 4, je vais revenir un peu echo. En même temps que je fais echo, je pense que avant de revenir sur 4, je vais vous montrer printf, qui est l'équivalent de echo, mais avec beaucoup plus d'options. Donc printf, c'est comme echo. Sauf que vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Et comme vous pouvez le voir, à la fin, il y a une espèce de caractère pourcentage en blanc. D'accord? Donc printf, c'est l'écho de luxe. En gros. Printf, c'est l'écho de luxe. Vous avez plus de moyens de pouvoir formater votre texte, de pouvoir l'encoder dans un encodage particulier. Voilà, c'est pour vraiment sortir une chaîne de caractères dans le format que vous voulez. D'accord? Voilà, format permet de contrôler la sortie de l'affichage, du retour, quoi. Et ensuite vous pouvez de la même manière l'utiliser avec ça et le mettre dans un fichier, quoi. D'accord? Ok, ça c'est une parenthèse. Vous lirez attentivement le manuel de printf. On s'en sert quand même assez rarement. Vous vous en servirez quand vous commencerez à faire du script, c'est-à-dire écrire des petits fichiers qui créent des automatismes. Voilà. À partir de ce moment-là, je pense que vous allez vous en servir. Donc 4, pour revenir sur 4, puisqu'on l'a survolé, 4 peut vous permettre de concaténer, donc on a dit des fichiers. D'accord? Donc si on met rien de plus, alors on va mettre quelque chose dans echo 1 par exemple, echo fichier 1 contenu, on va le mettre dans fichier 1. D'accord? Donc là on voit bien qu'on l'a mis dans fichier 1. On va regarder ce qu'il y a dans fichier 2. Ok, et on voudrait maintenant les concaténer, c'est-à-dire les ajouter les uns aux autres. Donc on peut faire 4 fichiers 1, fichier 2, d'accord, et puis on va mettre ça, on va créer un fichier 3, même pas txt, fichier 3.bar, comme ça, tac. Ok, donc on va regarder, il existe bien un nouveau fichier 3. On va regarder ce qu'il y a dans le fichier 3. Bah, c'est le contenu de fichier 1 et de fichier 2 concaténés. Il les a concaténés, il a additionné les contenus, d'accord, c'est ça qu'il a fait. Et il a affiché la sortie, on l'a redirigé dans fichier 3. Donc on lui demande de concaténer fichier 3 avec rien et d'afficher la sortie, il affiche juste la sortie de fichier 3. D'accord? Si je fais concaténer fichier 1, fichier 2 et que je mets rien derrière, il va m'afficher la concaténation des deux fichiers. Voilà, et c'est tout. Il va faire ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il dit qu'il fera. Tout simplement. Comme indiqué dans le manuel. Hein? Avec ces options ici qui permet soit de supprimer des caractères vides dans les lignes, c'est-à-dire que si par exemple il y a 3 caractères vides, il va l'excuser, il n'y en aura plus qu'un. Hein? Si je fais je vais éditer, alors avec la commande nano, c'est une commande d'édition, je vais éditer le fichier 1. D'accord, et puis là je vais mettre fichier, je vais mettre plein d'espace. Ok, là je quitte. Si je fais 4 fichier 1, fichier 2 comme ça, concaténé, on voit bien qu'il est comme ça. Si maintenant je mets l'option de squeeze, peut-être un petit output line, ah oui c'est pour les lignes, pardon. Donc je vais éditer le fichier 3, c'est plus intéressant. Voilà, parce que je suis en train de dire des conneries. Donc si je fais ça, ok, et que je fais 4 fichier 3s, qu'est-ce qu'on va voir?
on va voir qu'il n'y a plus plusieurs espaces. Alors que c'est fichier 3, il y a plusieurs espaces. Mais avec l'option S, il me réduit les multiples lignes vides par une seule ligne vide. Donc il me le squeeze. Les squeeze blancs. Je pensais que c'était que pour les espaces, mais j'ai mal lu. C'est pour les lignes. Un petit output lines. Ok. Voilà. Alors N, si on remplace par l'option N, il me sort le fichier avec les numéros de ligne. D'accord? Voilà. NE, majuscule. Voilà. À la fin de chaque ligne, il m'affiche $1. Alors ça, c'est pratique dans le sens où si par exemple, je vais vous montrer pourquoi ça peut être pratique. Si par exemple là je mets des espaces, ok, et que je fais juste ça, je sais pas qu'il y a des espaces, mais là maintenant je sais qu'il y a des espaces. Vous voyez la différence? Les espaces à la fin des lignes sont devenus visibles du fait qu'il affiche $1 à la fin de chaque ligne. Ça sert à ça. Ok. Voilà, donc là c'est les options qui sont les plus utiles avec 4. Vous garderez les autres, vous ferez des essais. Donc maintenant je voulais aussi vous montrer quelque chose qui est intéressant, c'est la commande et puis la commande et. Par exemple echo salut et, d'accord, echo, voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Il m'affiche 1 entre crochets et 3743. Qu'est-ce que c'est? Alors 3743, alors 1 c'est la première commande, le 3743 c'est le numéro du PID, protocole ID, l'idée du protocole, du processus, pas protocole, pardon, du processus ID. Donc on a envoyé un processus, une commande echo qui s'est terminée, down a été faite, ok, le processus 4743 est terminé, il a été fait, et dans ce processus echo salut il a écrit voilà, et après il a écrit salut. Donc vous avez vu, il est parti il a commencé par le dernier, il est allé sur le premier, d'accord. Maintenant si je fais ben, il me les affiche dans l'ordre non seulement, mais il m'affiche plus le numéro des processus. Donc, les numéros des processus deviennent transparents, ils existent toujours, hein. Ok, au moment où je le fais, ils existent, ils ont un numéro. Le numéro du processus, ce sera pas toujours le même d'ailleurs. Vous voyez, 3752, c'est plus 3743. Vous voyez, 3757. Ok. Voilà. Donc c'est pour enchaîner des commandes sans avoir à les additionner, sans qu'elles aient un rapport les unes avec les autres. C'est-à-dire vous allez les exécuter l'une après l'autre, mais la sortie de l'un va pas rentrer dans l'autre. D'accord? Sans quoi vous utiliserez le caractère pipe pour pouvoir enchaîner des commandes, la sortie d'une commande dans une autre. C'est-à-dire que le caractère comme ça va vous enchaîner la sortie quand il y a une sortie output standard, vous allez la balancer dans un fichier, d'accord, par exemple. Mais le pipe, c'est un relais qui va être pris comme argument, d'accord, par la commande qui suit. Je vais faire une commande echo salut Jérôme, grep Jérôme, et il me met en valeur en rouge Jérôme, d'accord. Il m'affiche salut Jérôme, mais il me met en rouge Jérôme, c'est Jérôme que je veux voir, d'accord. Donc il m'a bien passé l'information de echo à grep, d'accord. Voilà, ça c'est un pipe, ça s'appelle le caractère ici, c'est un pipe. Ça va servir à beaucoup de choses, d'accord. En même temps, je vous ai montré un aperçu de la commande grep qui est un sélecteur, mais c'est pas, ça fait pas partie du tuto. Voilà, donc là,
pour cette commande là c'est bon. Maintenant je vais vous montrer encore trois commandes, puisqu'on a vu les modes pour l'écriture de fichiers, pour les autorisations utilisateurs, groupes et les autres. Donc je me dis que ça serait logique, puisque en plus en même temps c'est pas super compliqué, que je vous montre aussi cette commande. Donc ça fait beaucoup de commandes, mais c'est des petites commandes en même temps. chmod, ok, change file mode bits, donc c'est pour changer le mode chmod. Donc on va faire cd test, voilà, on se remet là et on liste longue, et on voit qu'on a des modes. J'avais créé un mode sur rep 7 lequel rep 5, ok, où on voit read write. Les autres sont en read write x, les autres directories, si bien que je peux plus exécuter une commande dedans. Donc je voudrais changer ce mode, donc je fais chmod. Là je vais rentrer mon mode. Donc maintenant je veux plus que ce soit read write 0, je veux que ce soit comme les autres répertoires, donc read write x, read x and read x. Donc read write x, rappelez-vous, c'est full, les drapeaux tous levés, donc 7, mode octal, au max c'est 7, ok, s'il n'y a pas à réfléchir, c'est tac tac, ok. Après je veux R et X, donc le drapeau de gauche et le drapeau de droite, donc 4 et 1, 5, ok. Ah oui, 4 et 1, c'est puissance de 2, binaire, ok. 0 puissance 2 c'est 1, et 2 puissance 2 c'est 4, 4 plus 1, 5, ok. Et pareil pour les autres, chmod 7, 5, 5, voilà. Ok, chmod 7, 5, 5, sur quel répertoire, sur quel fichier. C'est un fichier répertoire, donc sur un fichier répertoire on s'en fout, c'est pareil, chmod, voilà, hop, voilà. Maintenant je refais lsl, et rep 5, et ben ça y est, il est dans le mode que je voulais, que je lui ai indiqué. Voilà, donc j'ai utilisé la commande chmod pour ce faire, et ça a été assez simple. Donc vous avez après les options, d'accord, le mode silencieux qui permet d'enlever les messages d'erreur, le mode C qui reporte quand un changement est fait uniquement, et le mode V qui reporte tout. Voilà. Et puis il y a quelques autres modes. Alors il y a le mode R qui est, ça c'est très intéressant, vous allez vous en servir très certainement du mode R. C'est si vous voulez changer, par exemple, j'ai un répertoire de fichiers avec des choses dedans. Donc j'ai un répertoire de fichiers avec des choses dedans, donc le répertoire 7, j'ai un répertoire 1 qui est dedans, et dedans il y a encore un autre répertoire 1 dans lequel il y a 4 fichiers, ok. Bon, alors là par exemple je voudrais tout mettre, vous voyez que à l'intérieur c'est read write R, les fichiers, vous voyez ici RW, RR, ok. Ça je veux mettre tout avec les répertoires, tout, c'est-à-dire le répertoire là c'est RW, X, RX, RX. Maintenant je vais mettre tout en RW, RW, RW. Alors voilà, je vais tout mettre en RW, RW, RW. Ok. Donc je vais faire chmod RW, RW, RW. Je vous rappelle que c'est full flag. Encore, il n'y a pas besoin de réfléchir. RW, 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 pas RWX. Donc c'est pas full flag, c'est full flag sauf celui de droite, sauf 1. Donc c'est 7 moins 1, 6. D'accord, ou 4 plus 2, dépend comment vous raisonnez. Si vous pouvez raisonner dans les deux sens, c'est mieux. Donc 6, 6, 6, n'allez pas voir là un signe du diable, rien à voir, hein. Ok, rep 7 donc, et on va faire ça de manière récursive, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a dedans. Le répertoire 7, je veux le mettre en mode 6, 6, 6, et puis alors avec tout ce qu'il y a dedans. Alors là du coup il me met permission non accordée, parce que il me l'a déjà changé et je peux plus rentrer dedans fatalement. Donc au lieu de ça, il faut que je revienne en arrière, que je lui dise de me mettre en de manière à ce que je puisse exécuter, et que je fasse ça, et là ça va passer, là ça passe. Et maintenant quand on va faire, oui, parce qu'il fait les choses dans un ordre,
Donc si je m'auto-bloque, après il s'arrête en plein milieu. Donc si on veut vérifier, on va voir, et on voit que les fichiers maintenant à l'intérieur sont tous en RWX, RW, RW. Vous avez vu? Et ici là. C'est-à-dire que j'ai indiqué de le faire de manière ici. Tout ce qui est dedans a pris les mêmes flags d'attribution de droit. D'accord? Les mêmes drapeaux d'attribution de droit. Même renseignement. Ok? Voilà. Donc ça c'est super. Si maintenant je veux lui dire de faire la même chose mais avec ces droits là, de la même manière il va le faire. Si maintenant je m'auto-bloque, évidemment il va le faire que sur le premier et puis pas ailleurs. Voilà, et puis il me dit ah ben là il sait plus définir, impossible d'ouvrir répertoire 1, permission non accordée, je me suis auto-bloqué. Donc il faut que je revienne en arrière, que je me laisse voilà, que je puisse avoir le droit d'y accéder, que je puisse exécuter une commande dedans. Ok, donc voilà pour chmod. Ok, mais si je fais ch, vous voyez qu'il y a plein de ch. Ch c'est pour change. Donc il y a chmod, chroot, chrt. Alors il y a des ch que c'est pour changer, il y a des ch c'est pas pour changer. Cheese par exemple c'est pas du tout ça, c'est une caméra en GUI. C'est pour utiliser la webcam. Donc ok. Par contre, ce qui vous intéresse vous, c'est chgrp, change group, comme commande. Donc comme change mode, mais change group. Ok. Donc au lieu de changer le mode, c'est pour changer le nom du groupe. Alors on va faire, je vais faire une vidéo lsl. Voilà, Jérôme, alors je sais pas ce qui existe comme groupe LSGRP, je l'ai pas. On va voir si on peut changer CHGRP. Alors je vais changer le groupe, le répertoire 4, et je vais lui mettre comme groupe user. Voilà. Maintenant si je fais LSS, je vois que le groupe de répertoire 4 c'est plus Jérôme, c'est user. D'accord? Voilà, Jérôme normalement fait partie du groupe user, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ok? Je pourrais faire la même chose avec la commande, pas la même chose, mais je pourrais changer que l'utilisateur avec la commande owner. Ok, donc par exemple je peux faire change owner root rep for. Là il va me dire opération non permise, tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis pas root. C'est le super utilisateur, il n'y a que lui qui peut s'adresser. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Sudo, donc voilà. Donc je me suis mis momentanément, grâce à la commande sudo, sudo, je me suis mis momentanément en route, tout simplement parce que mon utilisateur Jérôme a le droit, dans les règles de sudo ERS, il a le droit de devenir à un moment donné root en rentrant son propre mot de passe. Donc ça après c'est à vous dans la distribution, je vous montrerai plus tard, comment dans un tuto d'administration d'une distribution, comment régler tous les problèmes de droit d'accès avec sudo ERS et tutti quanti. D'accord? Donc vous pourriez dire à cet utilisateur, je veux pas qu'il le fasse par exemple. Je veux pas qu'il puisse devenir root. Voilà. Donc là vous voyez de répertoire 4, il est devenu root. Donc maintenant il n'y a que root qui peut rentrer exécuter dedans, les groupes et les autres. Ok, mais personne ne peut écrire dedans, dans le répertoire 4. Donc on va aller dans le répertoire 4, ça on a le droit. Ça on a le droit de faire. On a le droit de lire ce qu'il y a dans le répertoire 4. Mais maintenant si je veux créer un fichier, touch file, hop, j'ai plus le droit. Parce que je suis pas root. Donc les utilisateurs du groupe de root, déjà ne peuvent pas. Alors les autres, moi je suis pas dans le groupe de root quoi. Et les autres, ils ne peuvent pas non plus écrire. Le W est absent. Vous avez vu? Maintenant, je reviens en arrière. Je vais faire sudo chmod 775 rep 4. D'accord? Je reviens dans rep 4. Et je veux recréer un fichier maintenant. Touch file. Là, maintenant, c'est possible.
D'accord? C'est devenu possible, pourquoi? Je reviens en arrière, je vous montre pourquoi. Parce que j'ai changé de mode. J'ai mis que vous pouvez aussi écrire dedans, les personnes du groupe. D'accord? Donc finalement, Jérôme est dans le même groupe de route, le groupe de user. Voilà. Voilà pourquoi. Ok, donc là on a fait le tour des commandes shown, chmod, chgroup, printf, echo, les concaténations, les caractères supérieurs et 2 fois supérieurs pour concaténer ou ajouter en concaténant, rmdir, mkdir, cd, chdir, rm. Alors rm, ça je voulais pas montrer, c'est pour supprimer un fichier. Donc par exemple, il y a file 1, file 2, file 3. Je vais en supprimer un. Je fais rm, file 3. Et voilà, il est supprimé. Là, je vais vous faire man rm. Voilà, donc la page de manuel de man. Ok. Donc remove files hors directories. Vous allez voir pourquoi, comment. Voilà les options. Zut. Donc là, j'ai supprimé file 3. File 3, il n'existe plus. Ok. Alors, je vous avais dit la dernière fois avec rmdir, je peux pas supprimer les répertoires où il y a quelque chose dedans. Par contre, avec la commande rm, je vais pouvoir aussi me servir de l'option -r, récursive. Moi, je mets toujours R majuscule parce que c'est la même option qui revient dans plein, mais en fait, je vois qu'on peut se servir aussi du petit R avec rm comme récursif, c'est la même chose. Ok. Donc par exemple dans rep7, je vois que j'ai plein de choses. Je veux supprimer tout ce qui est rep7 et tout ce qui est dedans, d'accord? Donc je fais rm rep7 étoile de manière récursive. Are you sure you want? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez supprimer tous les fichiers qui sont contenus dans le répertoire 7? Bah oui, c'est ce que je veux. Donc maintenant je refais un lslr. Le répertoire 7 existe toujours, mais il n'y a plus rien dedans. Vous avez vu, il a tout vidé. Le répertoire et tout continue. Il a fait le ménage. Donc maintenant je peux supprimer rmdir, pardon, rep7 puisqu'il est vide. Il n'y a plus de rep7. Je vais supprimer. D'accord? Ça c'est clair. Rep4 il n'est pas vide. Si je fais rmdir rep4, c'est pas possible. Donc rm rep4 et puis dans rep4 tout ce qu'il y a et puis de façon récursive quoi. Est-ce que je le veux vraiment? Ouais. rmdir rep4, voilà, plus de rep4. Facile. Ok. Voilà, donc les options, il y a des remove un petit dir, ce qui vous permettrait par exemple, si j'avais fait la même chose à la place de R, j'aurais mis un D, il m'aurait dit non, c'est pas possible, tout simplement parce que le répertoire qui était à l'intérieur de rep4 était pas vide, donc il m'aurait dit je peux pas le faire. Donc là j'ai mis R, il m'a tout effacé de manière récursive, c'est-à-dire tout dans tout quoi. Il est allé dans tous les sous-répertoires. Voilà, récursif, ça veut là faut vraiment le comprendre de manière à il descend dans la hiérarchie des branches et il fait le même travail partout quoi. Voilà, quelle option? Là l'option force, c'est pour ignorer les fichiers qui n'existent pas en tant qu'avec et leur argument. Voilà. L'option I, c'est à chaque fois qu'il fait un truc, il va vous demander une confirmation. C'est-à-dire là par exemple la commande d'avant que j'ai fait avec R, pour chaque fichier il m'aurait demandé voulez-vous effacer tel fichier, oui ou non, voulez-vous effacer tel fichier, oui ou non. Et si j'en avais 12 000, il m'aurait demandé 12 000 fois. J'aurais pu arrêter en cours en faisant CTRL-C et en me disant pourquoi j'ai mis I, c'est con, voilà. Voilà. Et le grand I, alors il va vous demander il va vous demander la confirmation avant de déplacer plus de 3 fichiers
ou alors quand il rentre dans une récursivité, c'est-à-dire que par exemple si j'ai les 4 répertoires avec des trucs dedans et 3 fichiers, il ne m'aurait pas demandé pour les 3 fichiers. Par contre, pour chaque répertoire il serait rentré dedans, il m'aurait dit est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment effacer le contenu? Si à l'intérieur du contenu de ce répertoire il y a plus de 3 fichiers, au bout il m'aurait demandé est-ce que vous voulez vraiment effacer tous ces fichiers, voilà, etc. Voilà, donc là on a fait le tour. CD, chdir, m4dir, rmdir, touch, cat, les caractères supérieurs et supérieurs cumulés, le caractère et une fois ou deux fois, echo, printf, rm, chmod, chown, change owner en fait ça veut dire, chgrp, change group. Voilà. Donc vous avez vu les commandes de base, vraiment les plus classiques qu'il faut savoir pour pouvoir aspirer à faire quelque chose en ligne de commande sous Linux. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. En plus vous avez vu une page de manuel pour tout. Donc vous pouvez, si vous avez un trou de mémoire, moi ça m'arrive, j'ai un trou de mémoire ou j'ai un doute sur un truc, ou je fais une commande et oh putain ça marche pas exactement comme j'aurais voulu. Donc hop, je vais voir la page mail, j'ai ah bah oui, effectivement, on peut pas tout mémoriser non plus. À un moment donné il y a des failles quoi, on est humain, et là l'avantage c'est que vous avez des pages de manuel pour tout. Voilà, donc servez-vous-en, c'est quelque chose de quand même bien pratique. Voilà, j'espère que ça a été instructif, que ça n'a pas été trop pénible comme tutoriel, et que vous avez apprécié la petite musique de fond que j'essaie de vous mettre à chaque fois. J'essaie de trouver des musiques libres pour pouvoir le faire. Donc voilà, si vous avez des critiques, des observations pour améliorer la qualité, il y en aura certainement, rien n'est parfait, donc ce sera avec plaisir que j'essaierai de faire mieux, et je tiendrai compte de vos critiques constructives. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.